Mon premier souvenir avec Ray Harryhausen, c'est le Jason et les Argonautes que j'ai vu à la télé quand j'avais 7 ou 8 ans. Et la scène dont je me souviens le plus, c'est la scène de Talos, qui est une statue de bronze gigantesque, qui est immobile comme ça. Il y a Hercule et un autre personnage dont j'ai oublié le nom qui se promène pas loin. Et d'un coup, la statue tourne sa tête comme ça vers eux, avec ses yeux vides comme ça. Et ça m'a choqué parce que j'étais dans un univers un peu réaliste et d'un coup, ça devenait fantastique. À cette époque-là, je me préoccupais pas du tout d'effets spéciaux, je savais pas qui faisait les films, j'en savais rien. Et c'est mon premier souvenir, et c'est un souvenir assez fort visuellement. Moi, c'est beaucoup plus original que Gilles. C'est Jason les Argonautes que j'ai vu à Noël, je crois, chez ma grand-mère. Et en fait, je me souvenais que de la scène des squelettes. La scène des squelettes m'a scotché vraiment. J'ai trouvé ça incroyable et j'ai compris bien plus tard que c'était des effets spéciaux et qu'il y avait quelqu'un derrière qui s'appelait Ray Harryhausen. J'ai compris ça en lisant Mad Movies. Donc, Alors tout de suite j'ai eu envie moi de voir ces autres films et j'ai eu envie d'essayer aussi. Donc j'ai eu ma période, je refais King Kong dans ma chambre. Il y avait King Kong qui se battait contre un dinosaure, enfin ça ressemblait à rien mais je voulais faire comme lui quoi. Je me suis rendu compte que c'était pas facile et ça a forcé encore plus mon admiration. Et puis oui, j'ai découvert d'autres de ces films, parce qu'à l'époque on en passait pas mal à la télé pendant les vacances. Il y a eu L'île mystérieuse, il y avait eu, je sais plus lesquels, mais enfin je me souviens qu'on en avait vu pas mal, et les Sinbad, les autres Sinbad aussi, 7e voyage de Sinbad notamment. Et ensuite le choc des titans au cinéma. Je me suis renseigné sur lui et c'est bien plus tard que je l'ai rencontré et que j'ai eu envie d'écrire sur lui, mais là j'étais devenu un grand et j'étais un professionnel. À l'époque j'étais juste un gamin et chaque fois que je revois un film de Ray Harryhausen aujourd'hui, je redeviens un gamin. moi, je suis plus jeune que Gilles, ne le prends pas mal. J'ai plutôt grandi avec les gens inspirés par Ray Harryhausen, donc Spielberg, Cameron, etc. Et c'est plus tard, en fait, donc j'avais déjà vu donc Jason les Argonautes quand j'étais gamin, mais voilà, question générationnelle, j'ai plus été marqué par ces enfants spirituels. C'est plus tard que je suis revenu vers le cinéma de Ray Harryhausen, que j'ai découvert ces films, et voilà. Alors ce documentaire est né en plusieurs étapes. Première envie c'était de le rencontrer. Ça c'est un rêve qui s'est réalisé dans les années mi-90 me concernant. Juste de le rencontrer, puis ensuite de l'interviewer, puis ensuite de l'interviewer encore plus pour faire un livre qui lui était en grande partie consacré. Et l'étape d'après, c'était une vraie envie de faire un documentaire sur lui parce qu'il n'en existait pas à ma connaissance. Il y a un documentaire promotionnel qu'on trouve sur pas mal de ses DVD, qui s'appelle Les Chroniques de Ray Harryhausen, qui est plutôt pas mal, mais qui est assez scolaire et qui est assez promotionnel, comme souvent sur les DVD. Et moi, c'est pas ce documentaire-là que je voulais voir. Et celui que je voulais voir, il n'existait pas. Je me suis dit, je vais essayer de le faire, sauf que je savais pas comment m'y prendre. Donc, première étape, je suis allé le filmer en 2004, faire une longue interview à nouveau. Donc, c'était pas la première fois que je l'interviewais. Une super interview, vraiment, il était bien. C'est l'interview principale qu'on voit dans le documentaire d'ailleurs, mais ça suffisait pas pour en faire un documentaire. Et donc c'est resté en sommeil. J'en ai parlé à droite à gauche. Puis il y a 3 ans, j'en ai parlé à Alexandre que j'ai rencontré. On s'était déjà rencontré avant, mais là on s'est vu un peu plus intensivement pendant un festival de films fantastiques à Gérardmer. Lui avait sa structure de production, Frenetic Art, et on avait envie de produire quelque chose de cet acabit-là. Moi, je cherchais un producteur parce que j'avais ma structure et j'en avais plus à cette époque-là, donc j'ai plus de structure de prod. Donc c'est une envie commune. Et c'est là que le projet a vraiment redémarré, on va dire. Gilles, en fait, avait préparé une sorte de promo reel de, je sais plus, 5-10 minutes, quelque chose comme ça. Donc, il prenait des extraits de l'interview de Ray qu'il avait faite en 2004. Et c'était entrecoupé de commentaires textuels de réalisateurs comme Tim Burton, Steven Spielberg, James Cameron. Donc, on voyait leur tête, une image de leur film et un texte. Et c'était entrecoupé. Donc, il y avait déjà cette idée de passé, présent, donc de jeu d'influence. On voyait déjà qu'il voulait raconter l'histoire de Ray tout en racontant l'histoire des effets spéciaux et du fantastique au cinéma. Et ça m'a vraiment branché comme approche. Et vraiment, il était 2h30 du matin au Grand Hôtel de Gérardmer, on a dit banco. Vraiment, hein, on a dit banco ce jour-là. Et ensuite, pendant 3 ans, on a bataillé ferme pour amener le documentaire là où il est aujourd'hui. Le documentaire excède vraiment les ambitions qu'on avait à la base. On avait l'intention de faire quelque chose de bien, d'avoir quelques têtes connues autour de Ray, mais jamais on n'aurait imaginé avoir Spielberg, Cameron, Jackson, etc. On s'est retrouvés, en fait c'était graduel. On a profité des venues de Peter Jackson pour Lovely Bones, ou de Tim Burton pour Alice au Pays des Merveilles, ou de Henry Selick pour Coraline, ou de Terry Gilliam pour le Docteur Parnassus à Paris, donc les tournées promotionnelles. À chaque fois on leur a demandé quelques questions sur Ray Harryhausen, et ils étaient tellement
amoureux de son cinéma qui se sont prêtés au jeu. On a d'ailleurs dû détourner les services de presse qui nous faisaient blocage, très étonnant. Vraiment, on a fait des choses pas très très honnêtes pour notamment avoir Peter Jackson. Mais Peter Jackson, lui, quand il n'y avait plus les intermédiaires qui nous bloquaient, était super content de parler de Ray Harryhausen. Donc il nous a filé une interview formidable. Et au fur et à mesure, donc on a commencé à rencontrer les chaînes. On s'est dit, dès l'instant où on avait Tim Burton, Terry Gilliam, James Cameron, Peter Jackson, etc., on s'est dit, mais tout le monde va sauter dessus, c'est pas possible. Personne n'a sauté dessus. Personne n'a voulu de ce documentaire en France, donc on n'a pas eu de préachat, et on s'est dit, on va jamais y arriver. On a quelque chose qui prend forme, on a eu une période un petit peu terne, et l'anecdote, je vais me permettre de faire un petit peu long. J'avais interviewé Chris Wallace pour Mad Movies en 3 parties. On avait fait une très très longue interview avec Chris, donc qui a fait les effets spéciaux de Gremlins. Et Chris est un fou de Ray Harryhausen. Il a fait du cinéma grâce à Ray Harryhausen, et je lui ai demandé s'il voulait faire une interview. Il m'a dit pourquoi pas, mais quelqu'un qui serait plus apte à en parler, c'est Randy Cook, qui a fait les effets spéciaux des SOS Fantômes et du Seigneur des Anneaux. Sans m'en parler, il a contacté Randy Cook, qui, sans m'en parler, a contacté Tony Dalton, qui tient la fondation Ray et Diana Harryhausen. Tony Dalton nous a contactés, c'est bien, vous faites un documentaire sur Ray Harryhausen, alors formidable, on aimerait bien le voir, peut-être qu'il faudra nous payer quelque chose pour son image, etc. Parce que lui, son but, c'est de ramener de l'argent à la fondation pour restaurer les collections. Et en fait, on a envoyé un montage à Tony, qui ne nous a pas répondu pendant plusieurs mois, parce qu'il était en train de préparer les 90 ans de Ray Harryhausen. Donc pendant 3-4 mois, il ne nous a pas répondu. On a rencontré toutes les chaînes qui nous ont refusé. Et un jour, de nulle part, on reçoit un mail de Tony Dalton qui a enfin vu le film. On était ici. Ça s'est passé ici, dans ce cinéma. On est allé voir un film merveilleux. C'était Freddy les Griffes de la Nuit. Merveilleux. Le remake. Et le jour même, je recevais un mail de Tony Dalton nous demandant timidement, est-ce que ça vous intéresserait éventuellement qu'on se mette avec vous sur le documentaire et qu'on collabore ensemble ? Vous auriez accès à les archives. J'ai annoncé ça à Alex ici, et on était tout contents. Et du coup, le Freddy et les Griffes de la Nuit nous a paru merveilleux comme film. Merveilleux, c'était un des plus beaux jours de ma vie, Freddy. Et c'est vrai effectivement que ça c'est devenu, ce petit documentaire de rien du tout est devenu le documentaire officiel sur Ray Harryhausen, et validé ensuite par Ray Harryhausen lui-même, qu'il a vu. Il avait mon petit MacBook sur les genoux comme ça. Il était avec sa fille, il le regardait. Et puis il s'émerveillait en revoyant, c'était marrant de le voir, il fait oh comme ça avec sa grosse voix. Et à la fin il nous a dit, je le traduis pas mot à mot, mais dans l'esprit c'était ça. Les gars, je rajeunis pas, je commence à me faire vieux maintenant. Je voudrais que celui-là, ce documentaire-là, ce soit le dernier, le définitif me concernant. Et nous, amen quoi. C'est comme si on nous avait nommé chevalier. Et on était tout contents parce que c'est un vrai aboutissement pour nous. C'était la meilleure des reconnaissances possibles. Que le maître se reconnaisse dans le film et ait envie que ce soit ça qui reste de... Enfin, il restera plein d'autres trucs, mais disons qu'en termes de documentaire, que ce soit celui-là qui illustre le mieux son œuvre et son influence. On était tout contents, quoi. Et on s'est retrouvés du jour au lendemain, donc adoubés par la fondation Harryhausen. Et en juin, on s'est retrouvés invités aux 90 ans de Ray. Mais pas invité par la porte de derrière. On nous a fait tout de suite, on nous a ouvert les portes de chez Ray. On s'est retrouvé dans l'exposition Ray Harryhausen qui n'était pas encore ouverte au public. On nous a donné rendez-vous là-bas. On est rentré. Il y avait Phil Tippett, Rick Baker, Denis Muren et Ken Ralston qui étaient là. Bonjour les gars. Et alors il y a Phil Tippett qui arrive. Bonjour Phil. Bonjour Alexandre. Surréaliste. Et le soir, il y avait donc une sorte de grand événement. Au British Film Institute pour l'anniversaire de Ray, une rétrospective. Et on s'est retrouvé juste avant la projection dans une petite pièce. On nous a guidés dans une petite pièce. On se tourne, il y a Peter Jackson, on se tourne, il y a Edgar Wright, on se tourne, il y a tous ces gens-là qui sont. Et nous, on était là comme ça. Il y a quelques semaines avant, on était juste en train de faire la chose dans notre coin. Donc on s'est retrouvé peu à peu à pouvoir filmer les figurines de Ray Harryhausen. On a ouvert tous les cartons et toutes les caisses où il y avait les monstres. C'est comme dans Creepshow, il y a les caisses, puis il y a des monstres dedans. Donc on découvrait les monstres à l'intérieur. Il y avait c'était assez sympathique. Donc on est allé plusieurs fois chez Ray, on a fait des séances de tournage et on a récupéré toutes les archives, dont des archives inédites, des plans, des rushs, etc. Et qui ont vraiment enrichi le documentaire. Il faut savoir que ce documentaire, on l'a projeté en première mondiale à Bradford dans un festival de cinéma d'animation il y a 3 semaines, je sais plus, 3 semaines. On perd un peu le fil du temps là, à l'échelle. Et en fait, en voyant le documentaire là-bas, on s'est dit,
c'est bien, on a eu des bons retours, mais ça ne nous plaît pas encore. Et en rentrant dans l'Eurostar, on avait 6 heures, 7 heures de voyage. En fait, on a décidé de plein de modifications au niveau du rythme, des anecdotes répétitives qu'on a enlevées, des choses à refaire dans la structure. Et on s'est dit, pour le PIF, on aura une projection, mais je ne te raconte pas. On va avoir quelque chose de génial. Ce sera tout en HD parce qu'il n'était pas encore tout refait en HD. On a dû tout redigitaliser les sources HD qu'on avait, donc on voulait la meilleure projection possible. Et on a fait les modifications. Et dimanche dernier, on a eu l'occasion de réinterviewer Joe Dante, qu'on avait déjà. J'avais interviewé Joe Dante il y a 4 ans, avant de travailler sur le documentaire, mais on avait réintégré ses propos de manière très artificielle. Ça ne nous plaisait pas du tout. En plus, il avait un micro à la main, comme j'ai là, mais pour un documentaire, c'est pas terrible. Pour une interview, ça va, mais pour un documentaire, c'est pas terrible. Et donc, on a fait Joe Dante il y a une semaine. Réintégré mercredi dernier. Les sous-titres ont été finis jeudi. Et on n'a eu que des plantages d'export, vu que c'était un export HD ultra complexe, depuis jeudi. Et l'export a été fini ce matin à 9h30 pour une projection à 10h45. Oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que déjà la décision que le film soit programmé au PIF, c'est faite au tout dernier moment. C'est-à-dire que la veille de l'impression du programme du PIF, la décision se prenait. Nous, qui connaissons un petit peu les organisateurs, on leur dit, ça vous intéresse notre documentaire? On y va un peu au culot parce qu'on savait que la programmation était déjà finie depuis longtemps. Ils nous disent, mais carrément, on pensait que vous n'aviez pas fini, c'est pour ça on vous l'a pas demandé. On a dit, ouais, il est fini, on y allait au flanc parce qu'il n'était pas tout à fait fini. Ils ont dit, ok, alors on le programme dimanche matin. Et la course contre la montre s'est enclenchée à ce moment-là. Donc il a fallu faire tout ce que Alex vous a raconté en très peu de temps. Et effectivement, pendant les 48 dernières heures ont été consacrées à me battre contre l'ordinateur pour que le film sorte. Et cette nuit, vers 4-5 heures du matin, je me demandais encore ce que j'allais projeter ce matin. J'étais persuadé qu'on n'allait pas y arriver parce qu'il ne voulait pas sortir le film. Il voulait rester dans l'ordinateur, il ne voulait pas se livrer au public. On l'a projeté dans des conditions vraiment très bonnes, même s'il y a plein de petits bugs qui ne m'ont pas plu quand je l'ai vu ce matin. Mais vraiment très bonne, et c'est surtout miraculeux qu'on ait pu le... Mais c'est ça les petites histoires de festival qui sont rigolotes. Et on l'a redécouvert, quoi, vraiment en grand, dans une belle salle de cinéma, et avec des réactions mais géniales. Quand on entend les gens dans la salle rire parce que Ray vient de sortir une vanne sur Raquel Welch, on est aux anges parce que les gens rient là où il faut qu'ils rient, quoi. Et quand on a eu notre petite salve d'applaudissements pendant le générique de fin, on était tout contents, quoi. C'est mine de rien, non, enfin, je sais pas, quoi. On présente un film hors compète, mais peu importe, un film dans un festival au Gaumont Opéra. Et on se fait applaudir et tous les gens nous disent que c'est super. Et ils nous le disent pas pour nous faire plaisir parce qu'entre eux, apparemment, ils se le disent aussi. Surtout après les galères techniques qu'on a eues, bah, c'est un vrai bonheur, quoi. Et merci le PIF, quoi. Vraiment merci, quoi. Ce qu'on aimerait, c'est continuer à lui faire quelques festivals. Parce que c'est vraiment sympa les festivals. On adore ça, nous on les écume tous en tant que enfin pas tous, mais on aime bien les faire en tant que journaliste et être de l'autre côté, c'est vraiment sympa. Donc on va essayer de continuer à lui faire des festivals. On a des pistes très sérieuses de diffusion télé en Angleterre. En France, ils ne savaient pas trop quoi en faire, peut-être que maintenant ils vont se réveiller. On a aussi une piste très sérieuse d'édition DVD Blu-ray. Ça ne se concrétise pas encore tout de suite parce qu'il y a encore quelques petits problèmes légaux à régler avec les extraits des films qu'on utilise. On utilise beaucoup de films qui appartiennent à beaucoup de studios différents. Chaque extrait nécessite une négociation différente. Parfois on a des petits coups de pouce bienvenus et inattendus comme celui de George Lucas qui nous autorise à utiliser un extrait de Star Wars. On est très content parce qu'on n'en espérait pas autant. Donc voilà, donc tout ça est en train de s'organiser et on peut d'ores et déjà dire que de toute façon il aura une carrière DVD et une carrière télé assurée. Et j'espère encore des festivals parce que le festival c'est sympa, on rencontre les gens qui voient le film, on peut en parler en live, c'est chouette, quoi. On l'a pas fait pour nous, pour le coup. Au départ c'était parti d'une passion commune, mais on est persuadé qu'il y a suffisamment de gens qui aiment le fantastique. Enfin je veux dire 15 millions d'entrées pour Avatar, 30 millions pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, rien qu'en France. C'est quand même... voilà, ça prouve qu'il y a quand même une attente des spectateurs par rapport à ce type de cinéma. Ray Harryhausen est la pierre angulaire pour nous de ce type de cinéma, c'est ce qu'on a voulu raconter. Donc je pense que c'est pas une niche. Voilà. On n'a pas voulu faire un film de niche, on a voulu faire un film que nos parents pouvaient regarder, nos parents croyaient, nous n'y connaissent rien en effets spéciaux, et apparemment ils ont aimé ce matin. Donc voilà.